Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parfois, la logique la plus pure nous pousse à prendre des décisions qui, au final, sont pires pour tout le monde? Eh bien, aujourd'hui, on plonge dans l'un des casse-têtes les plus connus qui explique justement ce phénomène, le dilemme du prisonnier. La question de fond, elle est à la fois simple et incroyablement profonde. Comment ça se fait que notre logique individuelle nous mène si souvent à un résultat qui, collectivement, est un échec? C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre ce paradoxe, il faut revenir à l'histoire d'origine, une histoire de crime, de méfiance et d'une logique qui va se révéler absolument implacable. Alors, imaginez la scène. Deux complices sont arrêtés. Ils sont interrogés dans des pièces séparées, impossible de communiquer. La police n'a pas assez de preuves pour les coincer pour le gros du crime, mais elle peut les faire tomber pour un délit mineur. Du coup, elle leur propose un marché. Garder le silence, ça revient à coopérer avec son partenaire. Parler, eh bien, c'est le trahir. Et c'est là que ça devient un vrai problème mathématique. Regardons cette fameuse matrice des gains. Si les deux coopèrent, donc s'ils se taisent, ils s'en tirent plutôt bien. 1 an de prison chacun. C'est l'idéal collectif. S'ils se trahissent l'un l'autre, c'est bien pire, 5 ans chacun. Mais le vrai piège, il est ailleurs. Si l'un des deux se tait pendant que l'autre parle, celui qui a gardé le silence prend la peine maximale, 10 ans, et le traître, lui, repart libre. Bon, mettons-nous dans la tête d'un des prisonniers. Le raisonnement est froid, purement logique. Première hypothèse, mon partenaire va me balancer. Qu'est-ce que je fais? Si je me tais, je prends 10 ans. Si je le trahis aussi, je ne prends que 5 ans. Bon, entre 5 et 10 ans, le choix est vite fait. Je trahis. Ok, deuxième hypothèse. Mon partenaire est loyal, il va se taire. Super. Dans ce cas, si je me tais aussi, on prend 1 an chacun. Mais si je le trahis, je sors libre, 0 année de prison. Encore une fois, la trahison est le meilleur choix. Vous voyez le truc? Peu importe ce que l'autre décide, d'un point de vue purement individuel, la meilleure option est toujours de trahir. Et voilà, le piège s'est refermé. Deux individus, en agissant de la manière la plus rationnelle possible pour eux-mêmes, arrivent à un résultat bien pire que s'ils s'étaient simplement fait confiance. C'est exactement ce que souligne cette citation. Un comportement rationnel individuel qui produit un résultat collectif médiocre. Et cette logique, elle dépasse de loin les murs d'une prison. Mais attention, ce dilemme, ce n'est pas juste une expérience de pensée pour humains. En fait, il est au cœur même de l'évolution biologique et il nous aide à comprendre l'un de ses plus grands mystères, l'altruisme. Richard Dawkins, avec sa célèbre théorie du gène égoïste, a montré que l'altruisme est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Un acte qui semble totalement désintéressé peut en réalité servir l'intérêt suprême du gène. Aider les autres, et en particulier ses proches, peut devenir la meilleure stratégie pour assurer la survie de ses propres gènes. La coopération devient alors une arme. Et ça devient même un calcul mathématique avec ce qu'on appelle la règle d'Hamilton. C'est assez fascinant. Elle quantifie cette idée. En gros, aider un frère ou une sœur, avec qui on partage 50% de nos gènes, devient rentable d'un point de vue évolutif si le bénéfice pour cette personne est plus du double du coût pour nous. C'est la logique pure et dure de l'altruisme familial. Bien sûr, pour que ça fonctionne au-delà du cercle familial, l'évolution nous a équipés de tout un arsenal d'outils sociaux. La gratitude, pour renforcer les liens. La culpabilité, pour nous pousser à réparer nos erreurs. L'indignation morale, pour nous motiver à punir les tricheurs. Toutes ces émotions ne sont, en quelque sorte, que les gardiennes de la coopération. Allez, maintenant, on change complètement d'échelle. On quitte la biologie pour atterrir sur la scène mondiale, là où les enjeux ne sont plus des années de prison, mais l'avenir de nations entières. Regardez cette matrice. Ça ne vous rappelle rien? C'est exactement la même que pour nos deux prisonniers. Il suffit de remplacer se taire par limiter son armement et trahir par s'armer massivement. Pendant la guerre froide, c'était la course au nucléaire. Aujourd'hui, on parle de course aux cyberarmes. Chaque pays a peur d'être le seul à coopérer et de se retrouver totalement vulnérable. Et le dilemme le plus gigantesque, le plus complexe de notre époque, c'est sans aucun doute le changement climatique. Chaque nation a intérêt à ce que les émissions mondiales baissent, évidemment, mais chaque nation est aussi tentée de laisser les autres faire les efforts, qui sont souvent coûteux. Le résultat de cette série de trahisons individuelles, c'est une catastrophe collective annoncée. Cette situation nous amène à un grand débat intellectuel. D'un côté, on a la vision assez pessimiste de Gareth Hardin et sa tragédie des biens communs, qui dit que sans une autorité forte, l'égoïsme individuel mènera toujours à la ruine collective. Et de l'autre, on a les travaux lumineux d'Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie, qui a passé sa vie à prouver que non, des communautés locales peuvent très bien s'organiser pour surmonter ce dilemme toutes seules. Et si ces communautés y sont arrivées, c'est bien la preuve qu'il existe des solutions. Alors comment on fait pour déjouer ce piège de la rationalité individuelle? Comment peut-on encourager la coopération? Dans les années 80, le politologue Robert Axelrod a organisé un tournoi informatique pour trouver la meilleure stratégie dans un dilemme du prisonnier joué à répétition. Et la stratégie gagnante, ce fut la plus simple de toutes.
donnant-donnant ou tit for tat en anglais. La recette est simple. 1. On commence par être sympa et coopérer. 2. Ensuite, on copie simplement le coup précédent de l'adversaire. C'est tout. C'est une stratégie gentille, mais pas naïve, réactive, mais capable de pardonner. Sa clarté est sa plus grande force. Elinor Ostrom, elle, n'a pas regardé des simulations informatiques, mais des communautés bien réelles qui gèrent des forêts ou des systèmes d'irrigation depuis des siècles. Elle a identifié 8 principes clés de leur succès. Ce n'est pas une formule magique, attention, mais plutôt une boîte à outils. Des limites claires, des règles adaptées localement, une surveillance mutuelle, bref, un système où coopérer devient la norme et non plus l'exception. Et puis, à notre époque numérique, on voit émerger une solution beaucoup plus radicale, la blockchain. L'idée, avec les contrats intelligents, c'est de retirer complètement le facteur humain de l'équation. Un accord est verrouillé dans un code inviolable, la trahison devient alors techniquement impossible. C'est une manière de remplacer la confiance, qui est fragile, par de la certitude cryptographique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, le jeu continue, et la recherche découvre sans cesse de nouvelles stratégies, parfois très surprenantes, qui changent encore l'équilibre entre la compétition et la confiance. Tout récemment, des mathématiciens ont découvert une nouvelle famille de stratégies assez folles. Elles permettent à un joueur, en gros, d'imposer unilatéralement les règles du jeu. D'un côté, il y a les stratégies d'extorsion qui forcent l'autre à accepter une moins bonne part du gâteau pour éviter une catastrophe. Et de l'autre, il y a les stratégies généreuses qui encouragent la coopération. Ça montre que le jeu est encore bien plus subtil qu'on ne l'imaginait. Finalement, ce que nous apprend le dilemme du prisonnier, c'est que la coopération, ce n'est pas juste une question de morale ou de bons sentiments, c'est avant tout une question de stratégie, de structure et de règles du jeu. On a les outils, on connaît les stratégies, on a les principes. Alors la vraie question qui reste, c'est, si on sait tout ça, qu'est-ce qui nous empêche de jouer un meilleur jeu, que ce soit au bureau ou dans les relations internationales ? Merci d'avoir suivi cette analyse.